Hier, on se posait des questions justement sur la consommation de Ritalin et autres produits de ce genre-là par vos enfants. Écoute, ça faisait la une du Journal de Québec d'hier, comme quoi on bat des records de consommation de médication de la famille du Ritalin chez nos jeunes au Canada. Là. On est le quart de la population canadienne, mais on ramasse 43% de la consommation de Ritalin au Canada. Et il y a des alternatives à ça. Quand tu as un enfant qui en consomme, tu veux savoir tout là-dessus avant d'y en faire consommer. Et aussi, quand tu entends des choses, des alternatives, des façons peut-être différentes de faire, autres que la médication, ben, je pense qu'il faut avoir une oreille ouverte à ça, parce que c'est bien beau médicamenter, mais il y a des conséquences à ça aussi. Et des alternatives, Marcel Gill en propose, conférencier comportementaliste. On lui parle tout de suite. Bonjour, M. Gill. Bon, écoutez, je vous ai perdu un bout de temps. Je ne sais même pas ce que vous avez dit. On parlait de la une. On parlait de vous. On parlait de vous et on parlait de la une du Journal de Québec d'hier. Je rappelais un peu les statistiques, mais vous me disiez en dehors des ondes que les statistiques, même, là, c'est encore pire que ce dont on a parlé. En fait, c'est que la statistique est placée de façon assez particulière. C'est que il calcule le nombre de médicaments, de pilules qu'on donne aux enfants. Mais dans les faits, c'est pas vraiment ça parce que faut y aller plus par dose et non par médicament et non par pilule. C'est qu'eux autres, ils font le calcul sur 10 mg, donc sur une pilule de 10 mg pour un enfant. Mais dans les faits, c'est pas ça du tout, là. C'est que la moyenne, c'est à peu près 5 mg qui se donne chez l'enfant. Donc, il faut multiplier par 2. Et donc, c'est encore pire, là. C'est encore plus. Mais ça, il faut faire attention aussi. Ça, c'est des chiffres de 2010. Ça, c'est les chiffres de 2010 qui ont été donnés par l'OMS. Vous savez qu'on est champions mondiaux, le Québec et nos amis les Français, au niveau de la consommation de médicaments de ce type-là. Est-ce que c'est parce qu'on est trop vite sur la gâchette? C'est sûr qu'il y a des enfants qui en ont besoin, j'imagine, mais le pourcentage est pas mal plus faible que ceux qui consomment dans la réalité? Bon, si on se fie, j'aime pas le mot statistique, là, mais écoutez, c'est à peu près 80% des enfants qui en prennent qui n'en auraient pas besoin. C'est beaucoup. Puis c'est pas une question En fait, c'est une question de paresse. C'est terrible ce que je dis là. Mais on est rendu dans un système où on veut que l'enfant soit gentil, doux et agréable pour que l'enseignant ait le moins de problèmes possible. Et ça, c'est pas nécessairement les enseignants qui pensent comme ça. C'est le contraire. C'est souvent leurs patrons qui disent, regarde, prends la classe, je veux rien savoir, fais ce que tu veux. Puis nous autres, on va t'appuyer pour, s'il faut, des médicaments, mais on gênons-nous pas. Et ça, je dis pas ça comme ça, sans me garrocher n'importe où. Mais c'est pas les directeurs et les profs qui vont prescrire. Il y a quand même une analyse de neuropsychologue et tout, j'imagine, là. Ben oui, l'analyse est très, très forte, je vais te dire. Moi, j'ai vu, à peu près 70% des enfants que je rencontre avec leurs parents qui m'arrivent et qui me disent, j'ai été voir le pédopsychiatre, j'ai été voir le psychologue, j'ai été voir mon médecin de famille. Pendant qu'on discutait les 10 minutes, le médecin a vu que mon fils ou ma fille bougeait beaucoup sur le siège. Qui regardait partout, ben il a dit « Ah, regardons ça, il y a des problèmes d'inattention, d'hyperactivité. Voilà, on vient de diagnostiquer un TDAH. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tu sais, quand on a un enfant turbulent, on fait quoi? Est-ce que je peux vous poser une question en réponse à ça? Allez-y donc, aucun problème. Est-ce que vous avez été turbulent, vous? Je devais être turbulent, effectivement. Bon. C'est drôle, à vous entendre parler, j'étais certain. En fait, moi, vous le dire, c'est que le problème d'aujourd'hui, dans les écoles, en général, et à la maison, c'est qu'on veut avoir des enfants, c'est surtout chez les garçons en passant, la médication qu'ils donnent, c'est qu'on aimerait ça, niveler les choses vers le bas. Que ce soit facile, qu'on n'ait rien à faire. Il y a une paresse sociale qui s'est installée depuis les années 70. En 1970, t'entendais parler du TDAH une fois tous les 7-8 mois, et ça venait des États-Unis souvent, parce que le TDAH a commencé là-bas. C'est devenu une maladie dans le DSM-4 de la psychiatrie beaucoup plus tard. Sous le lobby de certaines compagnies pharmaceutiques. Là, je vais me faire haïr un matin.
Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça pareil. Et le TDAH est devenu une maladie psychiatrique. Mais vous proposez une autre alternative par le comportement, l'alimentation, une façon différente de faire. C'est quoi au juste? Comment ça fonctionne? Bon, alors, les méthodes comportementales qu'on utilise pour aider ces enfants-là sont des méthodes, je vais dire en gros, des méthodes qui fait qu'on peut analyser leur comportement, leur gestuelle avant même que les choses arrivent. Okay. Et là, il y a beaucoup de professeurs aujourd'hui qui viennent de m'entendre qui vont dire « c'est impossible ». Mais là, ils sont mal pris parce que je l'ai fait dans des classes et ça va très, très bien. Ouais, je l'ai pas fait dans des classes avec 2 enfants, mais je l'ai fait dans des classes complètes. Mm. Et ces méthodes-là, quand on analyse la gestuelle de ces enfants-là, qu'on travaille avec les méthodes de comportement, qui sont des méthodes qui renforcent le positif et non le contraire, ben là, on réussit à améliorer ces enfants-là de façon très, très positive et de façon assez rapide. Et par l'alimentation aussi, en changeant l'alimentation? C'est important de changer l'alimentation. On s'est rendu compte que plusieurs enfants qui ont des problèmes comportementaux ou de stress ou de ce que vous voudrez ont une alimentation qui est très déficiente. Mm. En oméga 3, en fer, en magnésium, qui sont les 3 plus importants aspects au niveau de l'alimentation pour que le cerveau fonctionne correctement. On pourrait continuer, je pense, pendant 1 heure là-dessus. Et d'ailleurs, on pourrait vous entendre ce soir pour ceux qui se sentent directement interpellés. Parce qu'écoutez, je pense qu'on pourrait en parler. C'est très intéressant. Vous allez aller plus en profondeur sur cette philosophie en rapport avec le comportement, l'alimentation, le supplément. Ce soir, il y a une conférence là, au Lac-Beauport. C'est ça. J'ai une conférence au Lac-Beauport ce soir au 522 chemin Tour du Lac. C'est une salle qui s'appelle l'Oasis. Alors, c'est ce soir à 19h à cet endroit-là. S'il y a des gens qui veulent s'inscrire ou qui veulent des renseignements plus précis, ils peuvent téléphoner au 418-845-0436. 845-0436, c'est au 522 chemin Tour du Lac, Lac-Beauport. Ce soir, ça coûte 25 $. Exactement. Et puis là, à partir de là, vous allez avoir tous les trucs que vous auriez besoin pour aider votre enfant. Naturellement, c'est une conférence, c'est pas un cours. Mais dans le courant de l'année, je donne des cours aux parents et je donne aussi des cours aux enseignants. Merci beaucoup, Marcel Gill. Hey, ça fait plaisir. Bye-bye.